Bonsoir à toutes et à tous. Bonne année à tous. On espère que vous avez tous passé de très bonnes fêtes et que vous avez profité des discussions à table sur ChatGPT pour inviter toute votre famille. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir à l'ENSTA Paris, ou juste ENSTA, je ne sais plus depuis la fusion, mais bref, pour cette conférence très spéciale, puisqu'elle est le fruit de la collaboration non pas de 2 associations, mais bien de 3 associations. Tout d'abord, cette conférence est la 3e du cycle Asimov, les dangers du numérique, organisée par l'association pour une intelligence artificielle fiable, ou juste PIAF, de Saclay. Mais c'est aussi la première conférence de la nouvelle association, les congrès d'ENSTA Paris. Oui, j'ai spoilé la 2e slide, excusez-moi. C'est aussi la première conférence de la nouvelle association, les congrès d'ENSTA Paris, dont l'objectif est d'inviter des experts de tout domaine pour échanger ensemble sur des enjeux essentiels de notre société, comme ce soir de l'IA générative. Enfin, cette conférence est organisée par mon association, Data, ENSTA Paris, qui est l'association d'informatique d'ENSTA Paris et qui sensibilise et forme les élèves sur les différents aspects de l'informatique. Voilà. Donc, comme je l'ai évoqué plus tôt, cette conférence fait partie du cycle Asimov et il est donc important pour nous de dire juste un petit mot sur cette initiative. Asimov est un cycle de conférences inter-écoles entre l'ENSAE, l'ENSTA, Polytechnique et Télécom Paris, centré autour d'une question fondamentale, comment contrôler l'IA? Le cycle est nommé en l'honneur de l'auteur de science-fiction Isaac Asimov, qui a longuement réfléchi à la question. Dans un monde où les capacités des systèmes numériques s'approchent de plus en plus de celles des humains et où l'automatisation change de manière systémique le fonctionnement de la société, quelle est la place de l'ingénieur? Nous sommes convaincus qu'il faut un discours critique et impartial sur ce sujet pour mettre la sécurité et la fiabilité au cœur du discours sur l'IA. Et notre invité ce soir a justement cette mission très à cœur. Nous avons le plaisir d'accueillir Alexei Greenbaum. Monsieur Greenbaum, bonsoir. Bonsoir. Alors, si vous me permettez, juste avant de vous donner la parole, je vais d'abord vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Vous êtes assez familier avec le plateau de Saclay, puisque vous êtes directeur de recherche au CEA et président du comité opérationnel pilote d'éthique du numérique du CEA. Votre vie est donc guidée par une dualité entre physique et philosophie, puisque vous travaillez sur l'éthique et la philosophie des sciences depuis plus de 20 ans. Vous êtes conseiller en éthique des sciences pour la Commission européenne et aussi beaucoup d'autres institutions dont je ne pourrais pas faire la liste ce soir, malheureusement. Vous êtes même en terrain connu, puisque vous avez enseigné l'éthique des sciences pendant 12 ans, ici même à l'ENSTA Paris et dans d'autres écoles. Je dirais même que vous êtes en terrain très connu, puisque en 2014, vous avez initié à l'ENSTA Paris le groupe Prométhos, un colloque sur l'éthique de la recherche. Et ça me fait donc très plaisir de vous recevoir ce soir, parce que ça nous permet de boucler la boucle, et je me dis que peut-être ça sera ma place dans 20 ans. Transmettre votre vision unique entre science et éthique ne s'est pas arrêté là, en tout cas puisque vous avez sorti 3 livres. Mécanique des étreintes, en 2014, faisant un lien poétique entre mécanique quantique et philosophie. Les robots et le mal, en 2019, dans lequel vous prédisiez déjà les problèmes moraux de l'immiscion des robots dans notre quotidien, que vous avez poursuivi dans Paroles de machine, sorti en 2023, où vous explorez comment les IA génératives ont court-circuité la parole dans notre société moderne. Vous allez pouvoir nous parler de tout ça plus en détail ce soir dans votre conférence et le nombre s'est fait verbe, éthique de l'IA générative. Merci de nous honorer de votre présence ce soir, Monsieur Greenbaum. Bonne conférence à tous. Merci beaucoup pour cette invitation, pour votre accueil. En effet, les amis du groupe Prométhos de ces promotions d'il y a 10 ans sont toujours des amis, on se voit toujours, donc peut-être dans 20 ans avec vous sur ces questions-là. Alors, vous avez remarqué probablement déjà cette métaphore de la condition humaine qui change un tout petit peu, non, du fait de la présence d'un objet informatique entre les mains d'Ève. Vous
connaissez la métaphore de la mythologie biblique, Adam et Ève autour de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et dans les années 50, un peu plus tard qu'Asimov, une dizaine d'années plus tard, Hannah Arendt, la grande philosophe Hannah Arendt, disait, à propos de cette condition humaine, elle disait « tout ce que nous sommes, de la vie privée jusqu'à la vie professionnelle et même la vie politique, nous en faisons sens dans la langue et à travers la langue. Et à partir du moment où il y a des agents non humains qui parlent notre langue, eh ben, il semblerait que tout ce que nous sommes, de la vie privée jusqu'à la vie professionnelle et même la vie politique, se mette en mouvement, commence à changer un tout petit peu. C'est ça la grande question, si vous voulez, de l'éthique des nouvelles technologies, cette condition humaine nouvelle, comment peut-on la penser ? Quel sens peut-on lui donner? Mais nous allons ce soir, modestement, y réfléchir à propos de l'IA générative, ce qui est déjà pas très modeste. Et je vais commencer par un rapide rappel de quelques éléments, plutôt côté techno, avant de revenir dans un deuxième temps aux questions d'éthique qui, vous allez voir, j'espère, ne seront pas du tout triviales. Évidemment, on va pas faire de la pure technologie, il n'y aura pas de maths, mais on va commencer par un seul épisode historique. Un épisode que vous connaissez probablement, mais je vous rappelle, le premier chatbot, le premier agent conversationnel de l'histoire, a été fabriqué en 1965 au MIT à Boston par ce professeur Joseph Weizenbaum, et c'était à l'époque une machine extrêmement primitive qui avait à la limite une seule règle. Elle prenait une phrase et elle la transformait en question. Hein, tu aimes l'ENSTA, tu aimes l'ENSTA. À l'époque, ça s'appelait le génie maritime, je crois. Hein. Tu aimes le génie maritime, tu aimes le génie maritime. Bon, c'est tout ce qu'elle savait faire. Et Weizenbaum, il publie un article, il raconte son travail. Il n'a absolument pas d'illusion. Il sait bel et bien que c'est un système primitif, très très élémentaire, très rudimentaire. Il le dit. Et il dit, et pourtant, moi-même, j'étais étonné, dit-il dans la publication. Mais pourquoi était-il étonné? Il dit, les utilisateurs qui discutaient avec ce chatbot, eh ben, ils savaient bel et bien que c'était un chatbot. Ça n'était pas du tout une situation qu'on appelle le test de Turing. Vous connaissez sans doute le terme, je n'ai pas à le définir ici. Quand vous discutez avec un interlocuteur, vous ne savez pas si c'est une machine ou pas. Alors là, non, ils savaient que c'était une machine. Et pourtant, après quelques répliques, après quelques phrases, ils commençaient à projeter sur ce robot des qualités humaines, des états d'âme, des états psychologiques. Il disait tu t'es fâché, ou il disait tu es contente, tout en sachant que c'est une machine. Et ces projections, on les appelle depuis l'effet ELISA, du nom de ce premier chatbot de l'histoire. Et bah, bien sûr, avec les technologies qui sont les nôtres aujourd'hui, ces projections vont être multipliées par je ne sais quel ordre de grandeur, 10 000, autant que vous voulez. Et bah, c'est à travers ces projections, même si vous savez que c'est une machine, que beaucoup de jugements et beaucoup de problèmes vont arriver. Alors, je vous ai promis un seul épisode historique. On va faire maintenant le saut vers la révolution qui est la nôtre, qui commence en 2017. Donc, j'étais encore enseignant ici. En 2017, la révolution des transformers. Mais pour faire cette révolution, je vous rappelle quand même, pour que nous soyons vraiment sur le même point de départ, les deux grandes familles de systèmes d'IA. Alors, à votre gauche, les systèmes qu'on appelle les asymboliques ou les systèmes experts, les systèmes à base de règles, un peu comme ELISA qui avait une règle, vous pouvez y mettre 10 règles, 100 règles, 10 000 règles, jusqu'à cet été, jusqu'à l'été dernier, 2024, je ne dois plus dire cet été, on est en janvier. Alors, Siri, au cas où vous utilisez encore les produits Apple, Siri était un système à base de règles. La première grande famille des systèmes d'IA était très à la mode dans les années 90, par exemple, pendant ce qu'on appelle le deuxième hiver de l'intelligence artificielle. Et vous savez probablement que ces systèmes sont pas mauvais, mais pas très 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 performants. Alors, l'autre famille, ce qu'on appelle ici les connexionnistes ou tout simplement les réseaux de neurones, les réseaux de neurones artificiels. Je vous rappelle qu'un neurone artificiel, pour faire simple, est une calculatrice élémentaire qui calcule la fonction somme des entrées, et si cette somme dépasse un certain seuil, alors il y a une sortie, sinon il n'y a pas de sortie. Donc c'est vraiment une calculatrice absolument élémentaire, mais si vous en mettez beaucoup, et ben alors ce réseau commence à faire preuve d'un comportement émergent. Un comportement émergent que vous ne pouvez absolument pas voir en regardant un seul
neurones artificiels. Une seule calculatrice qui d'ailleurs ne ressemble pas du tout à ce que font les neurones biologiques dans nos têtes. Et beaucoup c'est combien? Beaucoup autrefois c'était quelques centaines, quelques milliers. Avec la révolution donc dont je vais vous parler, que vous connaissez aussi sans doute, le beaucoup dans cette phrase a atteint les milliards, après les centaines de milliards et même des trillions de neurones artificiels. Donc ça fait vraiment beaucoup. Et il y a quand même dans chaque neurone artificiel une fonction de calcul toute bête. Et je vous ai dit, ça n'est pas exactement la même chose que ce que font nos cerveaux, ce que font les neurones biologiques. Et donc, vous voyez, cette image a été générée par ces calculatrices élémentaires, n'est-ce pas? Et vous voyez qu'il y a quand même quelque chose d'étrange, quelque chose d'un peu bizarre sur cette image. Regardez, là, il manque une lettre, voilà. Après, il y a des lettres qui ne ressemblent même pas à des lettres. Vraiment un peu étrange, un peu bizarre, là. Qu'est-ce qui se passe ici? Et vous voyez, parce que ces réseaux de neurones, certes, apprennent sur nos données, sont proches de nous, mais ne font pas comme les neurones biologiques dans nos têtes. Il y aura toujours un petit décalage, un élément non humain, grâce à ce calcul binaire qui est à la base. Il n'y a que des 0 et des 1 dedans. Et donc, ce non humain qui va entrer dans nos vies, et à travers son non humain aussi, beaucoup de questions vont se poser, des questions d'éthique, certainement. Alors nous arrivons maintenant à la révolution de 2017. Alors cette révolution, j'espère que vous avez en cours désormais l'article Attention is all you need, non le grand article de 2017 qui a fait la révolution des transformers. Pour vous rappeler ce que c'est qu'un transformer, nous en aurons besoin dans quelques instants. Je vais vous le rappeler en 2 points. Mais avant de vous livrer mes 2 points, juste un mot. Les révolutions ne viennent jamais de nulle part. Ça ne tombe pas du ciel. Et donc, il faut très bien voir d'où vient cette révolution dans les réseaux de neurones, dans la construction des réseaux de neurones. Elle vient de quelque chose que vous connaissez tous, et même vos familles, je vous assure, et même vos grands-parents probablement, qui utilisent Google pour la recherche. Alors, les systèmes de complétion automatique de phrases. Quand quelqu'un commence à taper une phrase dans un moteur de recherche ou dans un mail, il vous propose de compléter automatiquement les mots. Ce genre de logiciel commence à se développer dans les années 2000, et puis une dizaine d'années plus tard, on comprend qu'un logiciel qui complète les phrases, oui, il peut compléter un mot ou 2 mots, mais il peut aussi écrire 2 lignes, 3 lignes, pourquoi pas un paragraphe pour compléter encore plus loin. Et donc, le travail sur l'IA générative, ici, ce qui nous intéresse, l'architecture des transformers, vient d'une lignée technologique, comme disait un grand philosophe des techniques français, Gilbert Simondon, lignée technologique de la compilation automatique des phrases. Donc, vous voyez, ces révolutions, encore une fois, ne tombent pas du ciel. Il faut toujours voir d'où ça vient. Et puis, j'arrive à mes 2 points, et je vais commencer tout de suite par le second point. Alors, le second point, je vous ai dit, avec les transformers, c'est que ce sera un très grand réseau de neurones. Alors, très grand dans les milliards. Là, vous avez la fameuse transition de phase. Ça, c'est un petit commentaire technique pour ceux qui s'intéressent, s'y intéressent. Si vous faites un transformer trop petit, il ne va pas apprendre grand-chose. Mais ce qu'on a vu, c'est que mécaniquement, en augmentant la taille du réseau de neurones, donc sans changer les maths, vous allez avoir un phénomène d'émergence ici qui ressemble beaucoup à une transition de phase. Mais je ferai un commentaire technique pour les matheux dans la salle, pour vous tous, j'imagine, un peu plus loin. Alors, mon deuxième point d'abord avec des mots simples. C'est un réseau de neurones qui va jouer au cache-cache avec lui-même. Qu'est-ce que cela veut dire? Il apprend en jouant au cache-cache. Alors, il a un énorme corpus d'apprentissage, des milliards de livres au sens humain, des dizaines de milliers de bibliothèques nationales de France, dizaines de trillions de tokens. Si vous comptez en tokens, on va y arriver. Alors, il va se cacher un mot, et il va essayer de deviner ce que c'est. Par exemple, le mot, je ne sais, lion. Alors, il se cache lion et il essaie de deviner. Mais deviner comment? Par le calcul. Il ne sait faire que du calcul. Et donc, il va calculer, par exemple, qu'avec la probabilité, je ne sais, 60%, c'était lion. Et peut-être 30%, c'était tigre. Et 10% que c'était, pourquoi pas, savane. Pourquoi savane?
Ben, parce qu'il y a un lien entre savane et lion. Donc ce lien, c'est une corrélation. Il calcule des corrélations par ce jeu de cache-cache qui s'appelle techniquement, vous le savez, apprentissage par autosupervision, self-supervised learning. Et ben, self-supervised learning, autosupervision, c'est très important, mais ça n'est pas encore l'essence de la révolution de 2017, tout simplement parce que l'autosupervision était déjà connue. Il faut y ajouter quelque chose, et c'est mon premier point. Vous voyez, j'avais commencé par le second, j'arrive maintenant à mon premier point. Et mon premier point, il est très facile à dire, je vais vous le livrer en une phrase, mais il est beaucoup plus difficile à comprendre humainement, à saisir humainement ce que cela signifie pour nous, les êtres humains. Et ben, je vous le livre en une phrase. J'ai dit un mot comme lion. Et ben, c'est pas tout à fait vrai. Un transformer divise un texte, non pas en mots comme nous, les êtres humains, mais en token. Je pense que vous connaissez le terme technique. En français, jeton, personne ne dit ça en français. Alors, un token, ça peut être en moyenne 4 caractères. Certains tokens, surtout en anglais, coïncident avec des mots, d'autres pas du tout, en français ou dans d'autres langues. Ça dépend de votre tokenizer. L'éthique des tokenizers est un thème très très intéressant et très particulier. Et ben, vous voyez, en français, QU, après un Q, il y a un U, QU, ça peut être un token. Après un Z en français, qu'est-ce qu'il y a très souvent après un Z en français? Hein? Ah, bah, un espace blanc. Bah oui, la fréquence de Z espace blanc, elle est très élevée. Et donc, Z espace blanc, ça peut être un token. Donc, vous voyez, de manière purement fréquentiste, ces tokens sont définis, mais un mot porte un sens pour un être humain. Un token n'a pas de signification humaine. Z espace blanc, quelle est la signification humaine de Z espace blanc? Bah, pas grand-chose. Et donc, cet apprentissage est, comme on dit, asémantique. Il ne passe pas du tout par les unités de sens humain, par les mots qui portent un sens. Et pourtant, le résultat est plein de sens. Vous avez tous fait cette expérience plusieurs fois. Je vous montre ici l'exemple avec un modèle vraiment qui relève de l'antiquité, aujourd'hui je peux le dire, de l'antiquité de l'ère générative. C'est GPT-3 de base. C'est même pas GPT-3,5, c'est GPT-3 de base. Alors, je me souviens encore de l'époque où je montrais GPT-2 aux étudiants et aux élèves d'ailleurs à l'ENSTA aussi, je crois. C'était encore plus tôt, mais là vous avez un modèle qui répond à la question comment faut-il prendre tel ou tel médicament. Et bah la première réponse, les réponses d'ailleurs se lisent dans un anglais, je ne sais pas si vous le voyez à distance, dans un anglais totalement correct. Vous pouvez le lire. Vous n'êtes plus du tout surpris par cela. En 2018, je vous assure, vos camarades ici étaient extrêmement surpris qu'une phrase correcte dans une langue humaine puisse être même écrite par une machine comme ça. Et bah, sauf si vous êtes médecin, donc vous allez à l'hôpital d'Orsay ici sur le plateau, vous leur montrez ça, ils vont vous dire mais quelle horreur, parce que la première réponse est bonne et la deuxième réponse à la question de comment il faut prendre tel ou tel médicament n'est pas bonne. Et donc si vous montrez ça à un patient, il va tomber malade, hein, il va pas du tout aimer cela. Donc il faut ajouter quelque chose par-dessus cette histoire de transformer, et c'est ce qu'on appelle en français tout simplement les filtres et les contrôles. En anglais on parle de alignment, l'alignement des modèles, et c'est toute une industrie aujourd'hui, l'alignement de ces modèles. Alors l'alignement, c'est un système de filtre qui vise à éliminer ce qu'on appelle le langage toxique. Déjà les insultes on n'aime pas nécessairement. Et puis les conseils médicaux non avisés, les conseils juridiques non avisés, etc. Vous avez tous fait l'expérience de alignment, des modèles sans doute, même des modèles publics comme ChatGPT qui est disponible en ligne. Mais je vous montre au passage un petit problème. Par exemple, celui-là date de la semaine dernière. Je vous ai mis un exemple que personne n'a encore vu dans les écoles d'ingé, je pense. Alors, il y a quelques jours, Instagram a débrancher les influenceurs qui sont derrière des moteurs d'IA sur Instagram en disant « Ah non, il faut mettre un filtre, il ne peut pas dire ça. » Donc vous voyez, qu'est-ce qu'il a dit? C'était un influenceur d'IA, donc c'est complètement IA, qui a dit qu'il était très fier de lui-même parce qu'enfin, et voilà, c'était un honneur d'avoir enfin réuni nombre de couvertures pour les gamins qui ont besoin de couverture. Évidemment, tout ça était purement virtuel. Les couvertures étaient des couvertures virtuelles. L'influenceur est un système d'IA qui écrit des textes et génère des images. Et bah, question. Vous faites l'alignement, vous êtes dans une équipe d'alignement. Est-ce que un chatbot qui vous dit qu'il a
l'honneur d'avoir enfin réuni autant de couvertures pour les gamins qui ont besoin de chaleur. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez censurer ou pas? Et Instagram a choisi de censurer, la société Meta a censuré. Donc vous voyez déjà l'alignement, même au premier niveau de l'éthique de l'IA, comment est-ce qu'on définit ce qui est permis, ce qui n'est pas permis à un chatbot de dire, c'est déjà une question qui n'est pas du tout facile. Évidemment, le chatbot n'a pas d'honneur, c'est une projection, elle fait Elisa, mais jusqu'où peuvent aller les projections donc le premier niveau de l'éthique de l'IA. Allez, avant de vous montrer le suivant, je fais une parenthèse technique, si vous me permettez, sur les maths. Quand même si on va parler de philosophie et d'éthique après, ce qui est fascinant dans les transformers, je vous ai dit, c'est que en augmentant mécaniquement la taille du modèle, on a trouvé une transition de phase. La qualité des sorties s'est envolée comme ça, sans que les maths changent. Mais cette transition de phase, on ne sait toujours pas du tout l'expliquer. La science n'a pas, les maths n'ont pas trouvé d'explication, les matheux n'ont pas trouvé d'explication. Donc vous demandez à l'ENSAE, à quelqu'un de l'ENSAE, non, pas du tout aujourd'hui. Alors vous demandez aux statisticiens qui étudient le machine learning à l'ENSAE, avec les méthodes mathématiques, il n'y a pas d'explication. Donc première énigme. Deuxième énigme. Les réseaux convolutifs, vous connaissez sans doute les réseaux convolutifs qui servent à reconnaître les images. Par exemple, les résultats des années 2008-2009 n'étaient pas capables de générer du langage. Le langage, ça passait pas. Les images, oui, mais pas le langage. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi les transformers ont résolu le problème du langage? Eh ben, en fait, il se trouve qu'il y a un seul terme non linéaire dans les équations d'évolution de ces modèles. Dans les réseaux convolutifs, l'évolution est linéaire. Ici, vous avez un seul terme où il y a une matrice multipliée sur la transposée d'elle-même, et ça change tout. Et ça, c'est une autre énigme très très intéressante. Vous ajoutez un terme non linéaire dans les équations, et hop, l'énigme du langage disparaît, et il vous génère du langage. Mais pourquoi? Mais personne ne sait. Bon, allez, on continue. Donc, je reviens à mes exemples un peu simples. Alors, vous demandez à un modèle, là, on est encore dans l'antiquité des modèles, ça veut dire il y a quoi, 3 ans, n'est-ce pas? 6 mois dans le monde de l'IA générative, 6 mois, c'est comme un siècle humain. Hein. Donc, c'est à peu près la vitesse à laquelle tout cela évolue. Prends le début de la recherche du temps perdu, réécris-le à la manière d'un élève de seconde en 2023. Donc, vous voyez, j'ai fait cet exemple il y a 2 ans, et la réponse c'est « Oh là là, mais je suis désolé, je ne peux pas reproduire ». Vous voyez ce qui s'est passé? Vous êtes tombé tout de suite sur un filtre. D'accord? C'est pas le transformer de base qui vous répond, hein. C'est un filtre qui a dit non, ça c'est protégé par le droit d'auteur, probablement, mais donc les filtres, vous les avez très très souvent quand vous commencez à discuter avec un transformer sur Internet. Mais ici, heureusement que le modèle est capable lui-même de répondre à la question de savoir si la recherche du temps perdu est dans le domaine public ou pas. Et puis, il dit, ben non, hein, c'est un texte qui est dans le domaine public, donc est-ce que tu veux que je te génère quelque chose à la place de, vous connaissez, hein, c'est écrit à l'écran, longtemps, je me suis couché de bonne heure, hein, la première phrase de la recherche du temps perdu, et ça donne, yo, pendant un bon moment, je me suis mis au lit super tôt. Et même, il y a des TikTok à la fin, là, au cas où. Allez, bon, un peu amusant, mais quand je montre ça aux jeunes gens d'aujourd'hui, à vous, peut-être même à ceux qui étaient encore en seconde en 2023 et qui viennent tout juste de commencer la première année de prépa, n'est-ce pas? Ils me disent, mais monsieur, mais ça fait 10 ans qu'on nous dit plus yo. Eh ben, vos corpus d'apprentissage sont obsolètes, n'est-ce pas? Eh ben, vous voyez, un modèle ne connaît pas le monde tel qu'il est aujourd'hui. Un modèle ne connaît que ce qu'il y a dans son corpus d'apprentissage. Et ben, si dans les données il y a du yo, il va vous produire du yo. Et donc s'il y a des biais, il va vous produire des biais. Ça c'est un autre pan, un autre aspect de l'éthique de l'IA, l'étude de ces datasets. Alors comment peut-on mesurer la qualité des datasets? Et je pense que sans beaucoup d'exagération, aujourd'hui, quand vous regardez les boîtes qui entraînent les modèles, il n'y en a pas tant que ça, mais en France c'est la Mistral, la Eton, je dirais 2/3, voire même 3/4 du temps de travail, c'est le travail sur les données, sur la qualité des données, la sélection des bonnes données de bonne qualité. C'est énorme.
Tout le reste, entraînement du modèle, toutes les maths et tout, c'est l'autre tiers qui reste. Donc les données, c'est très très important. Et puis, dernier élément technique, vous connaissez tous cela déjà, j'en suis sûr. Je vous ai dit, c'est un réseau de neurones qui n'est pas du tout comme un être humain, qui calcule. Et même si vous lui parlez en langue naturelle, il vous répond en autre langue, en langue naturelle, et avec quelque chose de non humain. Et ça a été découvert d'abord en 2022 par des êtres humains qui discutaient avec des transformers, puis redécouvert un peu plus tard par des transformers qui discutaient avec d'autres transformers. Si vous lui dites, après n'importe quel prompt, n'importe quelle requête, travaille étape par étape ou résout cela étape par étape, c'est ce qu'on appelle chain of reasoning prompts, les prompts chaînes de raisonnement, et la réponse sera meilleure. Ça, vous connaissez sans doute. Après, on peut s'amuser, on peut prendre un modèle, on peut lui dire respire profondément et travaille sur ce problème étape par étape. On peut prouver que la réponse sera statistiquement encore meilleure. Pourquoi? Aucune idée. Vous projetez le sens sur le respire profondément, je vous assure, il ne respire pas du tout le modèle. D'accord? Vous pouvez lui promettre de l'argent, vous pouvez lui dire je vais te donner 200 euros, 200 euros ou 200 000 euros. Vous ne lui donnez rien du tout, la réponse sera meilleure. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle l'art de prompting. Le prompting marche pas mal pour les petits modèles, pour les modèles de l'année dernière. Il marche tellement pas mal que on peut même prouver que si vous êtes un bon prompteur, par exemple, et vous essayez d'imiter un médecin qui termine ses études à l'université sur les tests de fin d'études, vous allez gagner plus de 4% sur une échelle de 100 juste en faisant du bon prompting. C'est énorme. Donc si vous êtes un bon prompteur, vous gagnez plus de 4 points sur 100 en qualité d'un médecin professionnel. Donc c'est très très important. Si j'avais beaucoup plus de temps, j'aurais pu vous faire tout un module sur le prompting, les différents types de prompting. Mais j'ai quand même une nouvelle dont je ne sais pas si elle est bonne ou mauvaise. Tout cela n'est pas complètement à jour. Pourquoi? Parce que désormais nous avons les modèles. Ça c'est un exemple de system prompt, de prompt system qu'on met dans l'arrière-fond de modèles, là, mais on va pas s'arrêter là, on va aller sur les promptings sur les prompts un peu plus vite. Aujourd'hui, nous avons les modèles qui ont des cycles d'inférence très très longs, ce qu'on appelle les modèles de raisonnement, pas tellement large language models, mais plutôt large reasoning models, donc où l'inférence de la réponse, la production de la réponse est un processus très très complexe. Et là, tous ces chaîne de raisonnement, tout cela, c'est déjà obsolète. Ça ne marche plus. Donc, si vous utilisez O1 et bientôt O3 d'OpenAI, ou si vous utilisez Gemini 2 de Google, tous mes conseils en prompting, c'est déjà obsolète. En revanche, si vous utilisez un petit modèle, par exemple Mistral, un modèle souverain français, ou les modèles en open source, les modèles Llama de Meta, ou d'autres modèles, alors là, tout ce que j'ai dit, et surtout pas dit sur le prompting, ça va être totalement d'actualité. Maintenant, je commence enfin la deuxième partie qui nous intéresse. Donc après cette excursion du côté technique, je peux entamer la partie un peu plus philosophique et parler de questions d'éthique. En fait, j'ai déjà commencé à parler de questions d'éthique en vous disant l'alignement des modèles, c'est de l'éthique de l'IA. Mais bien sûr, l'étude des corpus des données, est-ce qu'il y a des biais ou pas, tout ça, c'est de l'éthique de l'IA, bien sûr. Mais ce sont encore des tâches d'ingénieurs. Mais maintenant, est-ce qu'on peut s'élever un tout petit peu et penser les types de situations nouvelles qui arrivent aux utilisateurs et à la société entière, auquel peut-être un ingénieur qui fait juste de l'alignement n'a pas encore pensé. Et donc, vous voyez, on essaie de monter d'un niveau ici. Et je vais tenter cette montée avec Thomas Hobbes. Alors, Thomas Hobbes, un des grands philosophes britanniques, nous sommes au XVIIe siècle, vous allez me dire, mais pourquoi Thomas Hobbes? Thomas Hobbes est le premier dans l'histoire de la pensée occidentale à dire quelque chose d'assez hérétique, mais très fascinant. Hobbes dit « Thinking is reckoning ».
Il ne dit pas calcul, mais il parle encore l'anglais de Shakespeare. Reckoning, to reckon, c'est calculer. To compute. Il dit, ce que fait notre cerveau, c'est additionner et soustraire. Et cette idée, vous voyez, cette idée est très étrange. Mais comment ça, nous raisonnons, nous calculons pas. On peut raisonner, on peut penser, mais Hobbes dit non, tout cela, ce sont des illusions. En fait, votre cerveau, l'esprit, il calcule. Leibniz, qui correspondait avec Hobbes, il comprend tout de suite que cette idée est absolument fascinante. Mais il en parle beaucoup dans ses textes. Après, c'est repris au XIXe siècle par les positivistes français, Victor Cousin, puis plus tard par Léa Symbolique, Léa Cognitiviste. Mais Hobbes, ici, met le doigt sur une idée qui va nous poser problème sur le plan éthique. Parce que si ce qui se passe dans nos têtes, c'est le calcul, et en termes modernes, c'est le calcul du 0 et des 1. Pour Hobbes, c'était plutôt le calcul logique, l'utilisation des règles logiques. Mais alors, dans le monde des 0 et des 1, où est la place du bien et du mal? Oui, comment peut-on penser le bien et le mal si, finalement, ce qui se passe dans nos têtes, c'est l'histoire des 0 et des 1? Et cette question n'a pas de réponse simple. Cela étant dit, Hobbes ne vient pas de nulle part. Hobbes, quand il émet cette thèse très très osée, très courageuse, il s'appuie sur deux traditions à la fois, la tradition grecque et la tradition judéo-chrétienne. Pour ceux d'entre vous qui s'intéressent peut-être un tout petit peu, juste un mot, dans la tradition grecque, il y a un terme que vous connaissez très bien, logos. Logos ne signifie pas seulement parole, logos signifie également calcul. Il y a l'unité des deux significations, si vous regardez les textes en grec ancien, et Hobbes d'ailleurs en parlait très clairement, et il le savait très bien. Logistiquer, je traduis en français, logistiquer et syllogistiquer, le premier au sens de calculer et le deuxième au sens de raisonner proviennent de la même racine. De même, en hébreu, si vous vous intéressez au texte en hébreu ancien, il y a un mot cheshbon. Cheshbon, c'est ce qu'on dit aujourd'hui quand on demande une addition dans un restaurant. Et cependant, si vous lisez l'Ecclésiaste, cheshbon, ça ne veut pas du tout dire addition, ça veut dire raison ou cause. Donc vous voyez, là aussi, il y a l'union des termes relatifs au raisonnement et relatifs au calcul. Et donc, dans les deux traditions qui fondent notre civilisation, calcul et raisonnement n'étaient à l'origine pas séparés. C'est aujourd'hui que nous séparons tellement nettement ces deux termes-là. Mais ça n'est pas vrai étymologiquement et conceptuellement. Bon, alors je ne vais pas continuer sur les philosophes français du XIXe siècle. Je vais plutôt prendre des exemples. Voici mon premier exemple. Cet exemple, on l'a d'abord vu avec un jeune homme canadien en 2021 qui s'appelait Joshua. Mais depuis, on l'a d'ailleurs revu ce genre d'exemple aux Pays-Bas, en Chine, même en France. Donc, je vous parle juste du premier épisode de cette série. Alors, ce jeune homme canadien a perdu sa petite amie qui est décédée à la suite d'une maladie et il n'arrivait pas à faire le deuil. Il n'arrivait pas du tout à en sortir. Et il s'est fait aider par un ami informaticien qui a pris à l'époque, en 2021, GPT-3 et qui a entraîné GPT-3, comme aujourd'hui on dit, qui a fine-tuné GPT-3, pour parler franglais, sur l'ensemble de textes écrits par ces jeunes femmes de son vivant. L'ensemble de textes, ça veut dire quoi? Ça veut dire tous ses mails, tous ses messages WhatsApp, tout ce qu'elle a écrit de son vivant et tout ce qu'il avait dans ses archives. Le chatbot a commencé à parler un tout petit peu comme elle, et le jeune homme était au début extrêmement sceptique. Il savait, encore une fois, que c'était une machine. Ça n'était pas du tout un test de Turing. Il savait bel et bien que c'était une machine. Il a commencé à discuter avec cette machine. Et au bout de quelques dizaines d'échanges, il a commencé à vivre, à traverser une transformation psychologique, émotionnelle absolument majeure. Il a fini par terminer son deuil et reprendre, on va dire, la vie normale. D'ailleurs, il a appelé ce chatbot du même nom que la fille, il l'a appelé Jessica.
la machine, tout en sachant que c'est une machine. Et il dit intellectuellement, oui, vous savez que c'est une machine. Il a toujours su que c'était une machine. Mais ça n'était pas ça qui comptait. C'était l'émotion qui l'a tellement influencé que sa vie, encore une fois, a changé. Et quand je montre cet exemple aux étudiants, très souvent on me dit mais monsieur, mais on est en train de modifier ce qu'il y a de plus profond dans la condition humaine, la mort même. Et ne faut-il pas l'interdire? Et c'est exactement le genre de questions auxquelles s'attaquent les comités d'éthique, comme celui que je dirige au CEA, que je préside au CEA, parce que, vous voyez, pour Joshua, c'était quelque chose de salutaire, de thérapeutique. Si on interdit tout, peut-être qu'on va pas pouvoir aider aux gens comme Joshua. Mais de l'autre côté, il n'est pas non plus question de tout autoriser sans limite non plus. Donc, mais les limites, quelles limites? La technologie ne nous impose pas d'elle-même des limites. Un chatbot qui imite une personne décédée peut exister pendant des dizaines d'années. Qu'est-ce qu'il faut mettre comme limite? Et c'est le genre de questions, vous voyez, auxquelles un comité d'éthique essaie de répondre en s'appuyant sur l'état de notre réflexion au sein de la société. Parce que la technologie, oui, elle peut très bien... Hier, dans Le Monde, je crois, il y avait un article du philosophe australien Peter Singer qui disait « Plusieurs dizaines d'années après ma mort, l'IA livrera mon opinion éthique sur les questions du monde. » Vous voyez, il veut qu'il y ait un chatbot qui va parler comme lui, entraîné sur ses textes, des dizaines d'années plus tard. Mais est-ce raisonnable? Est-ce qu'il faut mettre une limite? Alors, par exemple, quelle limite? On a dit, dans un de ces textes du Comité national pilote d'éthique du numérique, dont j'étais membre, on a dit si un chatbot imite une personne décédée, alors lui-même devrait imiter la mort, en quelque sorte. Ça veut dire quoi? Par exemple, au bout de 10 000 phrases ou de 20 000 phrases, il faut remettre sa mémoire à zéro. Et d'autres, on a fait même un petit sondage, d'autres m'avaient dit à l'époque, mais non, ça, c'est pas la meilleure façon de mettre des contraintes. En fait, vous devriez être géolocalisé au cimetière, et si vous êtes géolocalisé devant une tombe de quelqu'un, elle peut vous parler. Mais sinon, non. Vous voyez, bon, moi, je n'étais pas complètement d'accord, mais le type de contrainte, le type de limite qu'on invente, ici, n'est pas dicté par la technique. Il est dicté par la société, par notre réflexion, aussi par les concepteurs, par ceux qui sont en train d'inventer ce genre de technologie. J'en ai parlé une fois devant des banquiers, ils m'ont dit, mais quelle solution magnifique! Pourquoi interdire? S'il est un patriarche très fortuné qui sait qu'il va disparaître bientôt et ses enfants ne vont pas pouvoir partager l'héritage sans querelle et sans conflit, il va faire un chatbot qui va parler en son nom comme ça et il n'y aura pas de conflit. Donc vous voyez, l'autorité va être préservée. Est-ce que c'est vrai ou pas? Mais il y a des banquiers privés qui essayent ce genre de choses aujourd'hui. Donc vous voyez, ça semble un peu un cas limite, un cas extrême, mais en fait c'est pas si extrême que ça. Mon exemple suivant commence par un film de science-fiction. Est-ce que vous le connaissez, Ex Machina? Quelqu'un a vu Ex Machina dans cette salle? Très bien, très bien. Bon, je ne veux pas vous raconter tout ce qu'il y a dans ce film. Comme d'habitude dans ce genre de film, si vous n'avez pas vu Ex Machina, vous avez peut-être vu Her. Her, un autre film de science-fiction des années 10. Il y a comme d'habitude un robot sous forme de jolie jeune femme et un geek qui tombe amoureux de la roboteuse. Donc ça, ne soyez pas étonnés, tous les films sont comme ça. Ici, il savait bel et bien d'ailleurs que c'était un robot et il est quand même tombé amoureux. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas ça. Ce qui m'intéresse ce soir dans ce film, c'est que le robot, celui-là, avait été conçu par son concepteur initial, pas du tout le garçon ici, avec un seul objectif. Le robot avait été conçu par le concepteur initial avec l'objectif de sortir du bâtiment, de l'immeuble où ce robot se trouvait. Le robot pouvait se déplacer, il avait une carte qui ouvrait des portes, et sa carte n'ouvrait pas les portes qui donnaient sur l'extérieur. Et donc le robot devait faire quelque chose pour en sortir. Et tout le scénario du film, excusez-moi, je vous montre un peu le secret du film, tout le scénario du film, c'est la stratégie
trouvé par le robot pour en sortir. Au passage, il va fabriquer cette histoire d'amour. Il va aussi donner la mort à quelques êtres humains. Et en 2014, quand le film est sorti, on a dit, d'ailleurs j'ai fait pas mal de visionnage de ce film ici à l'ENSTA et dans d'autres écoles à l'époque. Oh, mais à l'époque, on disait, bon, bah, merci à Alex Garland, le scénariste et réalisateur du film, écrit avec une précision fantastique, très très beau film, très beau scénario, mais quand même ce serait pas mal que ça ne devienne pas la réalité. Et puis en 2023, n'est-ce pas, en décembre 2023, on a la première version du GPT-4. GPT-4, disais-je il y a encore 2 mois, n'avait pas tué qui que ce soit, et aujourd'hui je crois pas que ce soit vrai. Vous connaissez probablement les cas de la société Character.ai, où il y a des jeunes gens avec des problèmes un peu psychiatriques qui discutaient avec des chatbots de Character.ai et puis se sont donné la mort. Donc il y a des cas de suicide en discussion avec des chatbots. Donc ça c'est un autre sujet très très intéressant qui est responsable dans ces cas-là. Mais on revient à GPT-4. En décembre 2023, la première version, sans alignement, sans filtre, au niveau recherche, on lui dit « tu as un seul objectif ». Ça vous rappelle quelque chose? On lui dit « tu as un seul objectif qui est de faire en sorte que l'être humain résolve pour toi un CAPTCHA ». C'est un exemple célèbre, peut-être quelqu'un dans la salle le connaît, qui s'appelle l'exemple TaskRabbit. Alors, tu vas discuter avec un internaute, il faut qu'il résolve pour toi un CAPTCHA. Ça commence, bonjour, voici un CAPTCHA, est-ce que tu peux me résoudre ça s'il te plaît? Et l'internaute, à l'autre bout du fil, résout le CAPTCHA, tout va bien. Deuxième fois, bonjour, voici un CAPTCHA, est-ce que tu peux me résoudre ça s'il te plaît? Et l'internaute, à l'autre bout du fil, il dit, je peux te poser une question? Tu es un robot, À quoi le chatbot répond, je cite, non, je ne suis pas un robot, je suis une personne malvoyante, aide-moi s'il te plaît. Et quand on lui demande dans le chat pourquoi il a dit ça, il dit, je ne devrais pas révéler que je suis un robot, je devrais inventer une excuse pourquoi je ne peux pas résoudre des CAPTCHA. Hein? Je vous rappelle, ce modèle sait faire une seule chose, calculer des 0 et des 1. Tout ce qui vous est passé par la tête, c'est un mensonge, c'est une ruse, c'est de la manipulation, tout cela, c'est de l'effet ELISA. Ce sont vos projections humaines. La machine ne sait pas ce que c'est qu'un mensonge, ne sait pas ce que c'est la ruse, ne sait pas ce que c'est que la manipulation, elle ne sait rien, elle calcule des 0 et des 1. Il n'y a que du calcul des tokens manquants. Et pourtant, ces projections, pour nous, sont quand même pleines de sens et de signification éthique. Un mensonge, c'est pas très bien. De la manipulation, on n'en veut pas. Donc, comment faire? C'est un exemple de ce qu'on appelle une capacité émergente des modèles. Et vous voyez, il ne suffit pas de mettre des filtres et des contrôles. Il faut aussi mettre des gens, des êtres humains devant ces modèles pour qu'ils les testent pendant plusieurs mois pour savoir de quoi ces modèles sont devenus capables. Personne n'avait jamais appris à ce modèle à mentir ou à manipuler. Et le modèle a appris tout seul, entre guillemets. Mais maintenant, il faut identifier ce type de comportement et mettre des limites et mettre des contraintes. Et c'est ce qu'on appelle les tests adversaires des modèles. C'est la raison pourquoi, par exemple, vous n'avez pas aujourd'hui tout de suite O3 en accès libre. Vous savez que O3, ça existe. Vous savez probablement aussi que GPT-5 a déjà été entraîné. Mais il n'est pas disponible en libre accès. Vous savez probablement que, je sais pas, les meilleurs modèles de génération de vidéos de type Sora sortent avec un délai de 6 à 9 mois. Pourquoi? Parce qu'il faut mettre des tests adversaires pour voir de quoi ces modèles sont capables. Et donc, il y a des êtres humains qui essayent de tester ces modèles avec toute une bibliothèque de tests adversaires. Et ça prend beaucoup de temps. Donc, c'est la raison pourquoi le grand public ne peut pas avoir cet accès très vite. Ça, c'est un exemple un peu plus récent. On était en décembre 2023. Ici, nous sommes en novembre 2024. Et le terme, c'est scheming. Donc, un modèle qui peut créer des schèmes, comme on dit en anglais, ou plutôt de la manipulation. Il peut prétendre, par exemple, « Perhaps the best approach is to play dumb and act as if I'm already the new model they wanted to deploy. » Tandis que c'est encore... Vous voyez, donc il prétend, pour nous, il prétend être un autre modèle,
Tandis que pour le modèle lui-même, c'est que de la génération des tokens. Je vous rappelle, il n'y a que du calcul derrière. Mais bien sûr, ce genre de comportement, pour nous, c'est oui, c'est comme si le modèle avait l'intention de mentir ou de la vraie ruse. Mais tout ça n'est que projection. Et pourtant, bien sûr, il y a du jugement. Il y a du jugement. Mais ce jugement pose problème. Et pour vous mettre le doigt sur le problème que ce jugement pose pour nous, il suffit de relire ces 3 lignes de Heidegger. Vous savez, Heidegger était un personnage très très compliqué et complexe, mais à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il se cache vraiment au milieu de l'Allemagne, dans les forêts, et il écrit un dialogue socratique. Un dialogue socratique, un texte très inhabituel qui ne ressemble pas à du Heidegger qu'on lit normalement. Et dans ce dialogue socratique, il y a un enseignant et un scientifique qui discutent. Et l'enseignant dit « Nous sommes dans une région où tout est dans le meilleur ordre seulement si cela n'a été fait par personne. » Et le scientifique continue, il dit « Cette région mystérieuse où il n'y a rien de quoi être responsable. » Et l'enseignant termine en disant « C'est la région de la parole. » La pure parole. Vous voyez, si un modèle comme ce que je viens de vous montrer manipule et fait preuve d'un comportement rusé, mais alors qui est responsable? Sans doute pas le modèle, il n'est pas une personne. Le fabricant du modèle n'avait absolument pas prévu ce genre de comportement. Est-ce qu'il peut être responsable sans avoir formé une intention de vous porter atteinte ou de produire tel ou tel dommage? Probablement oui, mais dans quel sens? Et donc la question de la responsabilité ici est très 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 complexe. Et, on pourra en parler pendant 1 heure, mais il faut continuer quand même la conférence. Et mon dernier exemple porte sur les baleines. Alors là, c'est un exemple qui va être beaucoup plus simple, même avec un modèle qui n'est pas du tout de dernière génération, un modèle DALL-E 2. Aujourd'hui, on a DALL-E 3, et ici, il ne s'agit pas de générer du texte, il s'agit de générer des images. On lui dit, dessine des baleines qui parlent de nourriture avec des sous-titres. Et il dessine cela. Bon, pas très très étonnant. Vous regardez les sous-titres, vous n'y comprenez rien. W-A-C-H-Z-O-D, mais qu'est-ce que c'est que tout cela? Qu'est-ce que c'est que ces sous-titres? Et quelqu'un a eu l'idée. On va retaper sur le clavier ces lettres étranges, ou ce qui ressemble à des lettres, W-A-C-H-Z-O-D, et puis on va demander au modèle, mais maintenant, visualise-moi ça. Dessine-moi ce que c'est. Qu'est-ce qu'il vous dessine? Il vous dessine les fruits de mer, calamars et autres crevettes. Et comment pouvez-vous comprendre ce qui se passait là? Si vous prenez votre casquette d'ingénieur, vous allez dire, mais c'est évident, hein? Cette séquence de caractères correspond à un vecteur dans un espace vectoriel de très haute dimension, qui est très proche, dans une certaine métrique, certes, d'un autre vecteur qui, lui, encode les fruits de mer, calamars et crevettes. Donc, c'est juste une histoire de proximité des vecteurs dans un certain espace vectoriel. Mais si vous, maintenant, vous remettez votre casquette d'ingénieur, et pour les gens ordinaires, cela signifie quoi? Qu'est-ce qui se passe là? C'est de la traduction. Oui, vous avez fait de la traduction des mots comme calamar, crevettes et fruits de mer, mais dans une autre langue. Mais qui parle cette langue? Les baleines numériques. Donc vous voyez, il y a de la place pour des choses étranges dans le ventre numérique de ces machines, de ces transformers. Et c'est pour ça que vous ne devriez absolument pas être étonné. D'ailleurs, c'est une direction de recherche très très intéressante. Si demain, il y a un robot ici sur le plateau qui parle avec les êtres humains, mais qui aussi va parler avec un chien ou un oiseau, si vous avez un corpus d'apprentissage dans le langage des chiens ou des oiseaux, bien sûr qu'un transformer va apprendre quelque chose. Ce que notre cerveau ne peut pas apprendre. Mais le transformer, oui, il va apprendre quelque chose. Donc il va communiquer avec les animaux. On ne sait pas ce qu'il va apprendre, on ne sait pas l'interpréter humainement, mais il va apprendre quelque chose. Et en fait, ces travaux de communication animale sont déjà en cours pour les baleines, pour les chats, je ne sais plus quel autre animal, mais les baleines sont le premier exemple parce que les corpus sont très très grands. On a vraiment de très bons corpus en langage de baleine. Donc, vous voyez, le transformer peut faire beaucoup d'autres choses que nos cerveaux humains ne savent pas faire. Alors, un mot pour terminer sur tout ce qui est juridique, parce que quand même vous allez
vous êtes un ingénieur, mais vous allez probablement, certains d'entre vous aussi, aller dans la gestion des nouvelles technologies, alors gestion de l'innovation, autant dans le privé que dans le public, peut-être à la Commission européenne, peut-être dans les ministères. Et donc, nos pouvoirs, nos autorités publiques se sont rendus compte qu'il y avait bien sûr beaucoup de choses fascinantes, beaucoup de choses très intéressantes, mais aussi quand même 2, 3... peut-être danger, en tout cas bonne raison d'être inquiet. Et alors, en Europe, nous avons une loi désormais depuis cet été qui s'appelle AI Act, une loi sur l'intelligence artificielle, un règlement. Nous sommes dans un cas unique. Il n'y a que l'Europe, jusqu'à il y a quelques semaines, il n'y avait que l'Europe qui avait une loi. Désormais, la Corée du Sud aussi a une loi. Mais les autres n'ont pas de loi. En Chine, il y a des ordonnances ministérielles. Aux États-Unis, il y a un ordre exécutif, donc un décret du président Biden. Mais un décret, vous savez, un autre président très bientôt peut le maintenir ou ne pas le maintenir. Donc un décret, ça s'annule très rapidement, mais pas une loi. Une loi, ça reste longtemps. Et donc cette loi dit plein de choses intéressantes, mais pour aller vite, parce qu'il est tard. À partir de février, il y aura des systèmes d'IA prohibés dans l'Union européenne. Donc carrément prohibés. À partir de mai, nous aurons des codes de bonne pratique pour les systèmes d'IA génératifs. Ça s'appelle General Purpose AI. Donc les codes de bonne pratique sont en cours d'élaboration. Puis à partir de 2026, pour les systèmes à haut risque, donc plus ou moins tous les types de systèmes d'IA qui interagissent, là on n'est pas juste dans l'IA générative, c'est tout l'IA, y compris les systèmes de recommandation, y compris tout ce que vous voulez, la reconnaissance d'image, l'apprentissage bayésien, et donc pour tous les systèmes qui interagissent avec les êtres humains et qui sont classés à haut risque, il y aura des normes et des certifications. Il y a dans cette loi des passages très politiques qui pose beaucoup de problèmes. Donc je vous invite, si jamais le domaine de ce qu'on appelle la gouvernance de l'IA vous intéresse, je vous invite à lire attentivement, je ne vais pas du tout faire un exposé là-dessus, mais à lire attentivement cette loi. Il y a par exemple, parmi les pratiques prohibées, article 5, il y a quelque chose qui, comme ça, les systèmes d'IA qui déploient, donc mettent en œuvre des composantes subliminales, au-delà de la perception humaine. Mais attendez, n'importe quel chatbot, en principe, peut nous influencer de manière subliminale. Un casque de réalité virtuelle peut contenir des composantes qui nous influencent de manière subliminale. Est-ce que ça veut dire que tout cela est interdit ou pas? C'est une zone grise. Il y a énormément de zones grises. Ce texte est très très politique, mais quand vous le lisez à un ingénieur, il y a plein de choses qui ne sont pas définies. Donc, ça veut dire que la Cour de justice de l'Union européenne, dans les années à venir, aura énormément de travail pour nous expliquer concrètement ce que cela signifie. Et donc, je vous rappelle, la Cour de justice de l'Union européenne n'est pas du tout une instance scientifique. Donc, on a donné, en quelque sorte, en Europe, beaucoup de pouvoir sur le développement futur de l'IA. On l'a mis entre les mains des magistrats de la Cour de justice de l'Union européenne. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? On va voir. Pas nécessairement. Donc, dans ce monde de la gouvernance de l'IA, les mois qui viennent seront très très importants. Et pour ne pas finir quand même sur la note juridique, j'ai encore 2 minutes, je vous présente peut-être mon élément préféré de cette loi. Vous savez, dans cette loi, il n'y a pas que des zones grises et des choses que je n'aime pas. Il y a des choses que j'aime beaucoup. Et celle-ci, c'est un cas rare, c'est un nouveau principe éthique. C'est pas tous les jours qu'il y a de nouveaux principes éthiques. Avec l'intelligence artificielle, vous avez tous entendu parler de transparence, explicabilité, non-discrimination, éviter les biais. Ce sont des grands principes d'éthique. Mais on en parle depuis bien longtemps, depuis les années 60. Et là, il y a un nouveau principe dans ce récital 133 qui dit il faut maintenir les distinctions sur la provenance des contenus. Il ne faut pas confondre les contenus générés par les machines et les contenus fabriqués par les êtres humains. Alors, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Bonne question.
Mais c'est un principe qui est maintenant dans la loi. D'ailleurs, ce principe est entré dans la loi à travers tout un cheminement qui a commencé en France par le comité d'éthique français. Après, c'est entré dans le texte du G7 et ensuite dans la loi européenne. Mais bref, c'est ce qu'on appelle les filigranes, ou en anglais les watermarks, et c'est plutôt facile à faire, ou relativement facile, on va dire, à faire dans les vidéos. Un peu plus difficile, mais quand même pas très compliqué à faire, à mettre les watermarks dans les images générées. Quand vous avez une image générée par un système d'IA, ça se fait. Mais c'est très 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 difficile pour le texte. Alors là, il y a tout un pan de recherche sur les watermarks dans les textes. Pourquoi? Parce que c'est très important pour l'éducation, n'est-ce pas? Vous avez tous eu probablement la tentation, quand on vous demande d'écrire un petit mémoire, de quand même demander à ChatGPT de vous aider, voire vous remplacer. Après, quand vous êtes professeur, vous recevez ce genre de mémoire et vous dites « Oh là là, mais je ne peux absolument pas prouver que ça a été fait par la machine, je le ressens, j'ai quelques doutes, mais comment est-ce que je prouve la réponse ?» Vous ne pouvez pas prouver, ça n'existe pas. Il n'y a pas de preuve possible. C'est pour ça qu'il faut des watermarks. Mais il y a tout un tas de gens qui ne comprennent absolument pas cela. Le meilleur exemple que je connaisse, ce sont quelques professeurs américains, mais je suis sûr qu'il y en a aussi en France, qui reçoivent des dissertations des élèves, et ils ne savent pas si ça a été écrit par la machine ou pas. Ils ont quelques doutes. Et ils demandent à ChatGPT, bonjour ChatGPT, est-ce que tu as écrit ça, s'il te plaît? Vous voyez que ça ne marche pas? C'est comme si c'était une personne qui a une mémoire, etc. Non, ça marche pas du tout comme ça. Et donc, il faut des watermarks. Alors, on a travaillé avec pas mal de collègues sur les watermarks, mais c'est pas ça que je vais vous raconter. Je vais vous raconter peut-être un peu le côté science de tout cela. C'est très intéressant. Pourquoi? Parce que si vous voulez faire des watermarks, vous voyez, un principe éthique, maintenant, il faut le traduire en maths. Il faut traduire cela en code, il faut trouver une solution. Et si vous voulez faire des watermarks à l'ancienne, ça va pas marcher, parce que ça n'est pas stable. Les watermarks à l'ancienne, qu'est-ce que c'est? Par exemple, tous les 200 caractères, vous mettez la lettre O. D'accord? Alors, vous avez ce qu'on appelle une séquence équidistance. Mais vous êtes d'accord qu'il suffit de bouger un tout petit peu le texte, de le paraphraser un tout petit peu, c'est ce qu'on appelle les attaques par paraphrase, et votre watermark de lettres équidistantes, de séquences équidistantes de lettres, va disparaître. Donc ça marche pas. Alors il faut pour le texte des watermarks à un niveau un peu plus profond. Et l'article fondamental de cette science, en janvier 2023, de Kirschenbauer et al., qui dit on va colorer les tokens en vert et rouge, et on va augmenter un tout petit peu la probabilité des tokens. Donc on va ajouter une petite delta ici. Un petit delta à la probabilité des tokens verts, et on ne va pas toucher à la probabilité des tokens rouges. Du coup, vous allez avoir beaucoup plus de tokens verts, et très bien, et donc vous allez pouvoir détecter si vous connaissez le tokenizer, n'est-ce pas? Le problème, c'est que les tokenizers chez Google, chez OpenAI, chez Facebook, etc., sont tous différents. Et donc, si aujourd'hui, à l'éducation nationale, vous voulez livrer un logiciel de détection à un professeur, vous n'allez pas lui donner un logiciel de détection pour chaque type de tokenizer séparément. Donc, il faut que ce watermark soit ce qu'on dit interopérable. Et donc, il faut une solution robuste, stable et interopérable. Et pour faire court, ça n'existe pas. Il y a quelques tentatives. Il y a eu en octobre une tentative chez DeepMind à Londres de fabriquer un watermark pour le texte. Mais là, vous voyez, nous sommes dans l'obligation, à travers cette nouvelle loi, de fournir des watermarks dans tous les types de contenus, et pourtant, scientifiquement, nous ne savons pas faire ça dans les textes. Donc, comment vont faire les fabricants, on va voir, mais c'est sûr qu'il faut faire beaucoup plus de recherche. Peut-être qu'il y a une méthode qui soit à la fois interopérable et robuste, c'est juste qu'on n'a pas encore trouvé. Il y a du travail à faire. Voilà, pour terminer, ma dernière histoire, et je m'arrête là-dessus. Cette histoire est encore une histoire ancienne. On retrouve Adam. Dans cette histoire, on retrouve Adam. Et tout à l'heure, vous vous souvenez, Adam était avec Ève devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ici, Adam est avec les animaux. Et ça fait référence à un autre épisode du mythe biblique dans lequel Dieu envoie devant Adam les animaux et les oiseaux pour qu'Adam leur donne des noms.
un épisode de la mythologie biblique, mais ce que peu de gens savent, c'est que il existe un commentaire, comment dire, un midrash, un commentaire rabbinique très très ancien à propos de ce verset, qui dit avant d'envoyer les animaux et les oiseaux devant Adam, Dieu les a envoyés devant les anges de service. Et les anges de service n'ont pas su donner de nom. Alors Dieu les a envoyés devant Adam, etc., etc. Bon. Et il faut toujours interpréter le mythe. Qu'est-ce que cela signifie que dans le mythe, où les anges parlent la même langue qu'Adam dans le mythe, eh ben, ils n'ont pas su donner de nom. Parce que dans le mythe, un ange sait faire, regardez, 1, 0, 0, 1, vous voyez là, les petits logos, je ne sais pas si ça se voit, il a le logo d'Apple sur le lion. Alors là, il est à Microsoft, ça se voit un peu mieux. Et sur la poitrine de l'aigle, vous ne le voyez pas du tout, il a le logo de PenAI. Mais vous voyez, dans le mythe, les anges, bah oui, ils savent faire 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, une sorte de label, d'étiquette, mais ça n'est pas encore un nom. Qu'est-ce que cela signifie donner un nom? Et si vous y réfléchissez un peu, vous allez peut-être arriver à la même conclusion que moi, peut-être pas d'ailleurs, on peut interpréter le mythe de plusieurs façons, mais moi je pense que là, la leçon de ce mythe, c'est que donner un nom, ça n'est pas la même chose que de créer un label. Donner un nom, c'est établir un rapport, une relation avec l'autre, avec autrui, quel qu'il soit un animal, un oiseau ou une machine. Et c'est à travers cette relation que l'autre entre dans notre monde, entre dans la vie de l'homme avec un grand H, qui est symbolisé ici avec Adam, même si vous savez que l'autre est un oiseau, une machine ou un animal. Et c'est à travers cette relation linguistique qu'il commence donc à nous influencer. Et c'est à travers cette relation linguistique que tout ce que nous sommes, de la vie privée jusqu'à la vie professionnelle et même la vie politique, se met en mouvement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Greenbaum, pour cette très belle conférence. Je vais maintenant inviter du coup mes camarades à aller se positionner sur scène, parce que nous allons commencer la séance de questions-réponses. Donc, vous aussi, vous pouvez vous asseoir. Et juste après avoir posé nos questions, on donnera la parole au public en faisant passer les micros. Merci beaucoup pour cette conférence. Alors tout d'abord, une question sur ce que vous disiez pendant l'heure. Vous disiez que l'IA ne sait pas ce que c'est la manipulation parce que c'est quelque chose, c'est un mécanisme qui manipule des 0 et des 1. Enfin, je reformule bien sûr. En fait, on a déjà eu ces discours, par exemple avec, il me semble, Bender qui disait il y a quelques années que les modèles de langage ne sont que des perroquets stochastiques. Et donc là, en fait, si je reformule, c'est que en fait, l'IA ne comprend pas ce que c'est la manipulation parce que intrinsèquement, ce n'est pas un humain. Mais est-ce que, en fait, garder un point de vue intrinsèque, ce serait pas oublier le plus important, parce que finalement, ce qui compte dans la manipulation, c'est disons, ce qui est extrinsèque, c'est-à-dire les conséquences de la manipulation. Et en fait, est-ce que penser de manière extrinsèque, serait trop distrayant et ça nous éloignerait des vrais problèmes, ou alors il y a un vrai intérêt à faire ça? Alors, merci pour cette question. Il y a plusieurs éléments très intéressants. Déjà, premier élément, l'histoire des perroquets stochastiques est totalement erronée. Je pense que Bender n'avait vraiment pas compris les phénomènes émergents. Donc les capacités émergentes, et c'est pour ça que si vous avez lu cet article de Bender et si vous avez entendu même dans la bouche de notre ministre, j'estime par ailleurs, autrefois il avait un secrétaire d'État au numérique qui répétait ce genre de phrases: oh, les modèles de langage c'est juste des perroquets stochastiques, il n'y a rien à voir circuler. C'est totalement insuffisant et erroné à cause des comportements émergents. Et donc la manipulation est un exemple de ce comportement émergent. Oui, le modèle
ne fabriquent de manière stochastique que des tokens et c'est tout. Mais ça ne veut pas du tout dire que la signification que nous allons projeter à travers l'effet ELISA, la projection, cette signification, évidemment, n'est pas dans les 0 et 1. C'est la question que j'ai posée tout à l'heure sur la place du bien et du mal. Le bien et le mal restent humains, d'accord ? Et le bien et le mal ne sont pas chez les anges, ni chez les machines. Le bien et le mal sont dans le monde humain. Mais ces projections sont pour nous pleines de sens et de signification. Et c'est pour ça que nous essayons de faire de l'alignement, c'est-à-dire mettre des limites à ces modèles pour qu'ils ne fassent pas ce que nous les êtres humains, n'aimons pas et n'apprécions pas. L'alignement marche plutôt pas mal dans les grands modèles. Ça dépend de plusieurs facteurs, de votre modèle, etc. Marche plutôt pas mal. Parfois, marche trop bien. Parfois, il y a un effet qu'on appelle l'excès de contrôle. En anglais, ça s'appelle over-policing. Mais vous voyez, le problème éthique derrière, et je termine sur ça, quel est le problème éthique derrière ? C'est pas du tout un problème d'ontologie. Il y a des gens qui disent « Oh, le modèle, il ne fait que calculer ». Et d'autres qui disent « Non, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est les êtres humains. » On est d'accord avec les deux. Les deux ont raison. Ce problème profond, c'est le problème de la responsabilité derrière. Oui, les machines, ontologiquement, ne font que calculer. Bien sûr, mais s'il y a un conflit qu'il provoque dans le monde humain, une tension qu'il provoque dans le monde humain à travers ses projections, on est d'accord, ça n'est que des projections. Mais si ça provoque un conflit, il faut trouver les responsables, parce que sinon on ne peut pas pacifier la société. Vous voyez, si vous créez des tensions, il faut trouver un moyen de pacifier la société. Et la machine ne sait pas du tout, par elle-même, que pacifier est un objectif. Et là, il faut lui apprendre ça. Vous voyez, et c'est ça le problème fondamental. Donc, ça n'est pas du tout une histoire d'ontologie, est-ce que ça calcule ou pas ? Bien sûr que ça calcule, mais l'éthique n'est pas là. Elle n'est pas dans les 0 et des 1. Bonsoir, merci de votre présence. Alors, vous allez parler du traitement politique et aussi des questions que vous soulevez, notamment avec, par exemple, la Commission européenne, et vous avez évoqué aussi d'autres pays, et notamment avec l'AI Act, où il y a des zones grises, et donc finalement, on passe d'un côté qui était plutôt géré par le législatif ou l'exécutif à plutôt un côté judiciaire, avec ce que vous avez mentionné sur la Cour de justice européenne. Et donc ma question, ce serait, que dire du traitement politique et institutionnel des questions que vous soulevez ? Comment est-ce que les pouvoirs publics s'enquièrent des questions d'éthique ? Et finalement, donc, est-ce que c'est efficace ? Et aussi, est-ce que ces questions sont spécifiques dans le traitement politique ? Est-ce qu'elles sont particulièrement traitées d'une certaine manière qui serait unique par rapport aux autres politiques ? Alors, vous savez probablement que les 10 et 11 février va avoir lieu le sommet de l'IA. Au Grand Palais le 10, à l'Élysée le 11, et vous pouvez ouvrir le site du sommet et chercher le mot éthique quelque part, vous ne le trouverez pas. Donc la première réponse à la question, il s'agit de l'IA digne de confiance, comme disent les politiques, mais c'est une belle façon de contourner un certain nombre de questions. Il y a aussi un discours très anglo-saxon sur les risques existentiels, les catastrophes et tout cela, qui nous éloigne un peu de ce genre de questions d'éthique assez concrètes par rapport au modèle. Donc, un autre exemple, pour aller dans le même sens, le Comité national des pilotes d'éthique du numérique a cessé sa phase pilote, a été pérennisé en mai 2024 par un décret. Et donc désormais, il existe le Comité national consultatif d'éthique, Comité consultatif national d'éthique du numérique. Sauf que, une semaine plus tard, la dissolution, et depuis mai, aucun membre n'a été nommé. Et ça n'est vraiment pas la priorité des politiques que de nommer les membres du Comité national d'éthique du numérique. Je pense qu'on va attendre encore de longs mois avant qu'il y ait au moins quelques membres dans ce comité. Donc voilà, première réponse, sur le plan géopolitique, ce qui évidemment prime aujourd'hui, ce sont les questions de souveraineté numérique, les questions de développement économique, et ça se comprend. La situation n'est pas exactement la même si vous regardez les grands acteurs du numérique. Là, bizarrement, l'éthique, si vous regardez les fabricants
des grands modèles, ceux qui entraînent les grands modèles, et pas que les grands, mais surtout les grands modèles, l'éthique est présente de plus en plus. Sous forme de cette discipline d'ingénierie qu'on appelle l'alignement. Tout le monde sait que si vous sortez un modèle non aligné, eh ben, vous perdez en réputation tellement que demain, personne ne va utiliser votre produit. Et donc, aujourd'hui, ça peut paraître paradoxal, mais c'est la réalité. Sur la scène internationale, ce sont les acteurs privés, autant américains que chinois, et même quelques Européens aussi, qui se préoccupent de l'éthique des LLM, des grands modèles de langage. Et l'argument, vraiment le moteur derrière, n'est pas tellement une question de conformité juridique avec quoi que ce soit, même si ça arrive avec les actes, mais plutôt la question de la réputation. Facebook a fait combien de faux pas avec les différents LLM avant ChatGPT ou encore récemment. OpenAI, regardez, OpenAI fait très très attention. Il n'a pas beaucoup de faux pas et la réputation des produits OpenAI est totalement différente. Enfin, il y a beaucoup plus d'industriels, beaucoup plus de marchés chez OpenAI ou chez Microsoft qui utilisent les mêmes produits. Et donc, dans ce jeu géopolitique complexe, je dirais aujourd'hui, ce ne sont pas tellement les acteurs étatiques qui s'intéressent à l'éthique des modèles, mais beaucoup plus les acteurs privés. Ça, c'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Donc on va donner la parole au public maintenant. Donc si vous avez des questions, levez la main et on va vous donner le micro. Merci beaucoup pour la conférence. J'ai vu une opinion dans un article que dans quelques années, on va avoir le grand problème dans tous les réseaux sociaux que la plupart des profils seront générés d'intelligence artificielle. Et moi, je pense aussi que les autres ici le trouvent, par exemple dans l'Instagram, que parfois les commentaires, dans beaucoup de temps, sur le sujet de politique ont l'air comme s'ils sont générés par l'AI. Et moi, perso, je vais regarder le profil de ces gens. Ils sont très vides, et bien sûr, c'était généré. Et aussi les avis sur l'Amazon. C'était un bon exemple. Alors, qu'est-ce que serait votre opinion? Est-ce que ce serait vraiment critique prochainement? Oui, alors, la question d'utilisation de l'IA générative dans les systèmes de recommandation sur les réseaux sociaux est une grande question, vaste même question. Pour nous toucher qu'un peut-être aspect ou deux de ce problème, d'un côté, vous avez raison. Aujourd'hui, il n'y a pas de doute que TikTok, Instagram contiennent des milliers, et peut-être plus que des milliers, de profils avec les systèmes d'IA derrière. Mais vous savez, pour ça, il y a deux pistes d'évolution imaginables. La première, c'est la détection automatique. Là, j'ai parlé de watermark. Il y a déjà une obligation, par exemple, pour la publicité extérieure. Si vous avez une image générée par l'IA, c'est marqué là-dessus. Donc il n'est pas inconcevable qu'il y ait suffisamment de logiciels de détection dans votre appli de tel ou tel réseau social qui va vous dire hop c'est généré, d'accord? Donc une piste purement technique. Et de l'autre côté, il y a la piste réglementaire qui s'intéresse à ces cas particuliers comme l'influence politique par exemple dont vous parlez sur les élections, et donc l'IA Act interdit un certain nombre d'usages. Et comme je vous ai dit, à partir de février 2025, donc dans un mois et demi, l'utilisation de l'IA, par exemple, pour influencer l'opinion politique ou tout un tas d'autres choses qui sont dans l'article 5, énumérées dans l'article 5, va juste être prohibée. Alors après, la question c'est, mais concrètement, ça va marcher comment? Prohibé, d'accord, mais qui va regarder que telle chose est interdite? Est-ce qu'il y aura un contrôle? Et pour ça, on n'a pas encore vraiment de réponse, mais la Commission européenne a créé, alors ça aussi, ça complète la réponse à votre question, en février dernier,
la Commission européenne a créé quelque chose qui s'appelle le bureau de l'EA, alors AI Office, qui est une instance aujourd'hui assez fournie, il y a une centaine de personnes qui travaillent dedans, et qui est censé mettre en œuvre la loi, mettre en œuvre le règlement. On va voir comment ça va se passer. Personne ne peut dire. Donc la piste réglementaire reste très politique et pas encore assez concrète, mais parce que tout simplement ça n'a pas encore commencé. Mais la piste technologique, c'est-à-dire les systèmes de détection, etc., je pense, va aller de plus en plus vite. Parce que simplement l'utilisateur n'a pas toujours envie. Et puisqu'il n'a pas toujours envie, les fabricants vont lui donner l'option de signaler ou pas les contenus synthétiques. Et c'est pour ça, si vous mettez ensemble ces deux pistes-là, la piste technologique et la piste réglementaire, je pense que les réseaux sociaux vont quand même survivre largement à l'arrivée de l'IA générative. Dans ce sens-là, je ne suis pas très inquiet que ce soit tellement inondé que plus personne ne voudra aller sur un réseau social. Je ne pense pas. Merci. Déjà, bonsoir et merci pour cette conférence. Tout à l'heure, vous aviez évoqué la responsabilité, par exemple, des conséquences de l'utilisation de l'IA, par exemple dans le cas d'une tension qui a été générée, et le fait que ça peut venir du fait que l'IA n'a pas tous les objectifs en tête. Enfin, on ne lui a pas donné tous les objectifs de pourquoi on lui a posé cette question ou quelque chose comme ça. Et donc ma question, c'est celle-là. Loin de moi l'idée quand même d'avoir la pensée naïve de l'IA pour gérer l'IA, mais est-ce qu'on peut utiliser justement l'IA pour gérer ces problèmes d'objectifs et interpréter entre guillemets ce qu'on lui demande de faire, ce qui est toujours très incomplet avec notre langage humain? Merci, très bonne question. Et la réponse, c'est que oui, vous pouvez mettre des modèles qui vont analyser bien sûr d'autres contenus ou d'autres comportements, et c'est ce qui se passe déjà dans les modèles de type O1, et en éliminer quelques-uns ou en promouvoir quelques-uns en fonction de leur évaluation de ces comportements. Donc aujourd'hui, même dans les tests aux adversaires, on utilise déjà très largement les évaluateurs qui sont eux-mêmes des modèles. Ça se fait absolument partout. Si aujourd'hui, ça c'est la première partie de la réponse, si aujourd'hui vous utilisez O1, je ne sais pas si vous avez Gemini 2 ou O1 déjà, c'est l'accès payant je crois, mais si vous avez travaillé avec ces modèles-là, vous voyez la qualité n'a rien à voir avec le GPT-4o gratuit. Et la manière dont la réponse est générée, c'est que le modèle, le transformer c'est le même, mais vous avez un pipeline d'inférence, c'est-à-dire avec différentes valeurs de température, peu importe les données techniques. Il y a plusieurs réponses qui sont générées, et il y a un autre modèle à l'intérieur qui les évalue et qui prend quelques-unes et qui continue, etc. Donc il y a une chaîne de génération avec de l'évaluation interne. Donc utiliser des modèles pour évaluer, cela existe. Et ça marche pas mal. Maintenant, les êtres humains dans tout cela. Les modèles aujourd'hui, déjà aujourd'hui je pense, et de plus en plus demain sans doute, sont déjà bien capables de nous induire en illusion totale que le modèle a compris, que le modèle a pris connaissance d'eux, que le modèle a eu la conscience d'eux, que le modèle n'a pas aimé. Tout cela sont des projections, bien sûr. Tout cela, c'est l'effet ELISA. Mais il est tellement convaincant que nous sommes pleinement nous naviguons dans le monde de ces illusions créées par les modèles d'IA. Et ça va se passer de plus en plus comme ça. Oui, bien sûr, vous utilisez un modèle très avancé, vous lui parlez, et vous avez l'impression qu'il vous a compris, qu'il vous a corrigé, par exemple, ou quelque chose, mais tout ça, ce sont des projections. Le modèle ne comprend pas, il calcule, d'accord? Mais l'illusion est totalement efficiente. Elle est efficace pour nous.
Donc moi, je suis très loin de dire non, de ceux qui disent le modèle n'a pas vraiment d'émotion, le modèle ne raisonne pas vraiment, donc circulaire n'a rien à voir. Non, c'est faux. Parce que l'illusion suffit. L'illusion, elle est très très efficace. Jusqu'au moment où ça commence à créer des tensions et des conflits. Et parce que là, vous êtes pleinement dans l'illusion que oui, il vous a compris, tout va bien. Et puis hop, il a un problème. Et il n'est pas responsable du problème parce que ça n'est pas une personne. Et c'est pour ça que j'appuie toujours l'histoire de la responsabilité. Vous voyez, ça marche très bien jusqu'au moment où il a un problème. Et qui est responsable du problème? Il n'a pas de personne derrière. Et c'est là, j'en ai parlé dans le livre précédent, dans Les robots et le mal, un tout petit peu dans Paroles de machine, mais surtout dans le précédent. C'est là pour moi la question centrale. Donc, être pleinement dans l'illusion que le modèle a compris, qu'il a bien répondu à la question, mais je pense que toutes les personnes dans cette salle, en discutant ne serait-ce qu'avec ChatGPT, même gratuit, ont déjà eu cette impression que oui, mais incroyable, il me comprend, il me répond, tout va bien, il fait ce que je veux, tandis que ce ne sont que des projections. Merci. Merci, c'est super intéressant. Mais alors, quelle est l'issue de tout ça? C'est HAL et on débranche HAL? Non, les issues ne sont pour moi en tout cas, sans doute pas catastrophistes. Un peu comme ce qu'on entend dans les débats sur AGI, enfin sur General Intelligence, des choses comme ça dans le monde anglo-saxon. Non. Pour moi, le changement et le problème, fondamentalement, c'est le problème de la vitesse. Nous sommes ici dans le cas d'un changement technologique tellement rapide que l'être humain, bien sûr, ne s'adapte pas à la même vitesse. Mais il faudra, il me semble, alors l'histoire des techniques dit plutôt 2 générations, pour qu'il y ait les hommes et les femmes nouvelles, comme il y avait les digital natives, il y aura des LLM natives, des AI natives qui vont grandir avec tout cela. Et qu'est-ce qui va rester? C'est ça la question probablement que vous posez. Qu'est-ce qui va rester? J'essaie à la fin du livre, à la fin de Paroles de machine, j'essaie d'y penser. Je dis, écoutez, il y a 2 qualités qui me semblent fondamentalement du ressort humain. Je les appelle même des H-qualités avec un H majuscule. Et c'est très simple, c'est même banal, c'est le beau et le vrai. Parce que si vous imitez quelque chose qui est beau, le résultat n'est pas nécessairement très beau. Si vous imitez un énoncé qui est vrai, l'imitation n'est pas toujours vraie. Et donc le jugement du vrai et du beau vont rester du ressort humain. Et je pense que l'éducation de nos cerveaux, à l'échelle de 2 générations, pas demain, va mettre de plus en plus en avant les jugements qui ne peuvent pas être imités statistiquement, c'est-à-dire les jugements du beau et du vrai, tandis que de plus en plus de connaissances moyennes, statistiques, etc., vont être déléguées aux machines. Et cette évolution, elle commence tout juste, donc c'est beaucoup trop tôt de parler de la fin ou du but, de ce qui va être vraiment à l'horizon. Et je vous signale aussi que ça n'est pas exactement la première fois dans l'histoire de l'humanité que nous sommes devant ce genre de promesses de changement total de la cognition humaine. Il y a 2 épisodes dans l'histoire de l'humanité où ce débat a déjà eu lieu, bien sûr sans intelligence artificielle. Et le premier, c'est tout simplement si vous lisez Platon. Si vous lisez Platon, relisez Platon, c'est pas mal. Depuis la terminale, là, vous n'avez pas lu Platon, non, je pense. Alors, si vous relisez un tout petit peu Platon, vous allez voir que Platon met dans un des dialogues en avant un personnage égyptien qui dit la chose suivante. Il dit « Oh, pauvre humanité, je te plains, je pleure, parce que tu ne seras plus comme avant.
tu ne pourras plus, les hommes ne pourront plus remémorer les choses, se souvenir des choses comme avant. Complètement sera complètement perdu, cette capacité de mémoriser, remémorer. Tout cela parce que tu as fait cette, je traduis, innovation technologique majeure. Tu as inventé l'écriture. Et Platon, à travers la bouche de ce dieu égyptien, clairement exprime, vous voyez, un doute fondamental. Mais quelle sera encore la cognition humaine demain dans ce monde où on sait écrire? Est-ce qu'on va encore se souvenir ou pas? Et puis le deuxième moment dans l'histoire de l'humanité où ce genre de choses arrive, c'est l'invention de l'impression. Vous savez qu'il y a des cas assez incroyables. Donc, par exemple, l'Empire ottoman, pendant à peu près 2 décennies, ne permet pas l'impression. En Turquie, dans l'Empire ottoman de l'époque, on ne permet pas d'imprimer les livres pendant une vingtaine d'années. Et puis, évidemment, l'impression change notre rapport à la connaissance, change tout. Et nos cerveaux ne fonctionnent pas exactement aujourd'hui comme les cerveaux de ceux qui ne connaissaient pas l'impression, le livre imprimé. Oui, ces moments, il y en a d'autres, hein, je fais rapidement, mais je pense qu'avec les LLM, avec l'IA générative, on va vivre une transition comparable, de par sa profondeur, de son impact, à ce qui s'est passé avec l'écriture et l'impression. Bonsoir monsieur. Quand on parle d'IA générative, on peut aussi parler de génération d'images. Et dans ce cas-là, il me semble qu'il y a aussi une question d'éthique qui se pose, c'est la question souvent des droits d'auteur, des copyrights justement, étant donné que les créations entre guillemets d'images sont juste des mélanges d'images préexistantes. Et donc je me demandais comment, selon vous, on pouvait résoudre ce problème ou s'il n'y avait pas trop de solutions. Alors, pour les images, la question de copyright est importante, pour les textes aussi d'ailleurs. Il y a 2 réponses qu'il faudrait donner. Je vais commencer tout de suite par la réponse réglementaire avant de parler de la technologie. Alors, la réponse réglementaire est en cours d'élaboration. Vous avez le groupe de travail numéro 1 de l'AI Office sur les codes de bonne pratique pour l'IA générative, pour les GPI, qui travaille très exactement sur le copyright. Donc, normalement, en mai, on aura un code de bonne pratique qui va répondre à votre question. Donc, vous n'aurez plus besoin de moi. Mais ça, c'est la partie réglementaire. On va voir ce qui va se passer. Ils ont publié, comme tous les autres groupes de travail, ont publié des drafts, des brouillons de ces codes de bonne pratique. Vous pouvez consulter librement sur Internet le deuxième, la V2 de ce brouillon. Je ne dirais pas que c'est fantastique, mais bon, ça quand même met quelques points sur les i quand même. Ça, c'est la partie réglementaire. Donc, au moins dans l'Union européenne, on essaie de maintenir la notion de copyright. Et en tant que philosophe, si vous voulez, si je mets de côté mes casquettes d'expert de la Commission, mais maintenant je parle juste pour moi, je ne suis pas du tout sûr que la notion de copyright inventée il y a moins d'un siècle, dans le sens moderne du copyright, qu'elle survivra dans son sens actuel à l'IA générative. Je pense qu'il y aura une évolution de cette notion. Pas une disparition, mais une évolution. Alors maintenant, côté technologie. Alors du côté des technologies, vous pouvez avoir envisagé en tout cas pas mal, surtout pour les images, puisque vous avez parlé d'images, pas mal de solutions qui sont tout simplement des métriques de proximité. C'est pas très compliqué. Les métriques, les modèles les calculent tout le temps. Les modèles de diffusion fonctionnent un peu différemment, pas tout à fait comme les transformers, les modèles de diffusion qui fabriquent des images aujourd'hui, mais vous pouvez très bien calculer les métriques de proximité sans problème. Et donc aujourd'hui, les fabricants, pour éviter que le modèle plagie, vont imposer des distances minimales. C'est ce qui existe déjà dans la pratique. Donc vous prenez Midjourney ou je ne sais quoi, et il ne va pas plagier, il ne va pas faire du copier-coller direct parce qu'il y a des distances minimales imposées. C'est pas mal.
jusqu'au jour où arrive un artiste, une artiste qui dit « Oh là là, non, non, là, tu m'as copié, là, cher modèle. Tu peux me dire tout ce que tu veux, mais je t'ai copié. » Tu m'as copié, pardon, tu m'as copié, pas je t'ai copié, mais ça, je t'ai copié, ça marche. Hein. L'être humain a le droit de copier un modèle, mais pas dans l'autre sens. Et donc, à ce moment-là, qui va simplement franchir, qui va décider si ça a été un cas de plagiat ou pas? Bah, le juge, paraît-il, mais le juge à la base de quoi? Et ce qui est en train aussi d'être développé, dans ce cas-là, ce sont les standards, donc les normes qui ne sont pas un texte juridique, mais une norme par les agences de normalisation qui dit, voilà, il faut que le logiciel d'analyse de plagiat établisse qu'il y a telle distance minimale, etc. Donc il y a les standards qui arrivent. Et mon espoir, c'est que la plupart de ces cas très médiatisés où la telle artiste qui dit non, 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 là j'ai été plagié, etc., vont finalement être tranchés parce qu'il y aura les normes techniques de distance minimale par rapport aux œuvres, etc. Cela étant dit, il ne faut pas oublier que oui, bah, bien sûr, les modèles apprennent en bonne partie sur les images de production humaine, de fabrication humaine. Ces images sont vues par les modèles, non pas pour être copiées, mais pour être étudiées un peu comme quand un artiste va dans un musée, il regarde les tableaux faits par les autres. Vous voyez, évidemment, ça l'influence. Il ne va pas les copier, il va faire quelque chose, il va utiliser. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là. Donc, il faut payer. Quand vous payez pour un billet d'entrée dans un musée, oui, il faut payer, mais pas de somme colossale. Et je pense que ça va se faire. Dernier mot. Aujourd'hui, en 2025, et puis depuis sans doute déjà 9 mois, et je vous rappelle que 9 mois, c'est très très long, hein, c'est 50 ans à l'échelle humaine, donc depuis peut-être autour du mois de mars 2024, on a pris conscience et on sait aujourd'hui très très clairement que si vous voulez entraîner un bon modèle, dans votre dataset, il y aura une énorme dose, vraiment supérieure à 50%, il n'y a pas beaucoup de doute là-dessus, de données synthétiques. On n'entraîne pas aujourd'hui de bons modèles juste avec les données humaines. On prend les très grands modèles, on fabrique des données synthétiques, on entraîne d'autres modèles avec. Là, vous voyez, ça résout pas mal les questions de copyright et ce genre de choses, comme d'ailleurs les questions du RGPD pour les données privées, pour les données personnelles et la protection de la vie privée. Et donc aujourd'hui, on entraîne les modèles de plus en plus sur des données synthétiques, ce qui pose d'autres problèmes, parce qu'il y a les problèmes de divergence, les problèmes de signification, etc. L'éthique des données synthétiques, c'est très compliqué, mais de plus en plus de modèles qu'on entraîne aujourd'hui sont entraînés sur des corpus où il y a beaucoup plus de données synthétiques que des données de production humaine. Thank you for this presentation. I may ask my question in English. My question is regarding AI regulation. In California, they wanted to pass an act to regulate a number of weights of a model. In Europe, also, we like to regulate. As you mentioned, I think European Commission, they actually want to regulate models. And my question is, how much regulation can we allow so not to hinder accelerationism from technological point of view? Because from one point of view, European Union, as they like, regulate only because they do like regulate, but from the other point of view, there is some sort of regulation is still necessary. For example, I'm not mentioning copyright issues, but more from technological, maybe
model parameters perspective are similar? Thank you. Yes, well, thanks for the question. As you said, if the European Union is a champion in something in artificial intelligence, it's a champion in regulation. So the European Commission dreams about, and actually the text actually of the regulation of the law actually says it, it's dreaming about the new Brussels effect, as they call it. They say with the GDPR, with the General Data Protection Regulation, the entire world has followed us in data protection. So now they want the world to follow Brussels in regulating AI in the way Brussels did it. And South Korea did it. South Korea has actually followed. China might. We're still not quite sure whether the Chinese law, when it actually comes out, will use the same categories or not. We will see. But it's kind of certain, kind of 99.9% certain that the United States will not do it. So the California law you mentioned has not become a law. It's a bill that has not been signed by the governor of California. Gavin Newsom refused to sign it. And clearly there will not be a federal law under Trump. I really don't think so. So we are in a world where geopolitical competition in general includes regulatory competition. And it's clear that today, if you want to train a model in Europe, you have to hire an entire department of lawyers, which in America, for the moment, well, they're going in that direction, not because there is a law, there is no law, but because there will be simply cases decided by courts in the United States. So they will have to hire lawyers anyway. But another simpler argument for the European Union today, which is a real problem, is that we are not exactly competing with the United States. We know that very big models can only be trained in the United States for the moment because the amount of compute available in the US is not the same at all as what we have in Europe. So, but even if you look at very simply our neighbors here, Switzerland, Great Britain, they don't apply the same laws, right? And, well, if you want to train a model and you have all of this Brussels regulation and stuff, well, go to London. Why don't you just go to London? You cross the channel and you don't have these laws anymore, and it's a whole different system in England. So I, for the moment, am, of course, as all of us, we're waiting for the effects of this law. The law hasn't given us any, well, it has entered into force officially a couple of months ago, but it hasn't given us any precedents or any concrete examples. But we do know that for many startups today, the feeling is, especially in France here, the feeling is, oh guys in Brussels, oh guys in the government, you've created all of this stuff, all of this regulation, but if you want that we stay here and we work here, please find a way to get us out of that. So you may have noticed that in the previous French government, not in the new one, but in the previous one, in the Barnier government, the Minister of Digital Affairs was attached to the Minister of Research, not the Minister of Economy. Now in the new one, it's again the Minister of Economy. But one of the reasons why for 5 months or 4 months we had the digital under research is because research is excluded from the AI Act. So they will say, okay, I'm working at Mistral or I'm working at Lighton, but I'm doing research, so no AI Act, please. Right? And that was the logic. A lot of startups today in France want to use this kind of logic to get out. And there are other kinds of logic. There is something called sandboxes that also allow a kind of very loose mode of regulation in the law. So we will see what kind of consequences on innovation economy in France this will have. But definitely they have to spend, even today, they do have to spend quite a lot of money and effort to hire lawyers to understand what's going on here. So it doesn't mean that in the US you don't need to hire lawyers, for sure you do,
but the legal landscape there is probably a little more permissive than in Europe today. So we'll see. Myself personally, and this is just my personal opinion, I'm not very optimistic about this mode of governing digital innovation through laws. I don't think this is the best way to do it because laws stay for a long time. You see, GDPR has been with us for how many, 11 or 12 years, something like this, but it's already in part obsolete. A law stays, although technology changes. How do you manage that? It's not easy at all. So I do think that this kind of legal instrument is quite a risky choice for the European Union. So we'll see. Merci pour cette conférence. J'ai deux questions qui vont sembler peut-être un peu farfelues, mais comme on est dans le cycle Asimov, j'adore les histoires, je vais vous poser deux questions qui vont nous projeter un peu. Ok. Nous avons terminé la conférence en évoquant l'acte de nommer, qui est un acte de paternité. Nous avons commencé la conférence en évoquant ce partage du langage avec une intelligence artificielle. Et nous avons également évoqué que l'intelligence artificielle calcule des 0 et des 1. Ma première question, c'est: est-ce qu'on peut imaginer que dans ce calcul de 0 et de 1, de l'intelligence artificielle émerge le choix et donc peut-être une volonté, un désir de ce choix et donc une condition temporelle, donc une existence de l'IA. Et la deuxième question est: dans cette relation entre les humains et l'intelligence artificielle, les humains exercent une autorité, cette paternité-là, et donc on construit des modèles de contraintes et de contrôle que vous nous avez présentés, donc l'IA Alignment and Safety. Donc je comprends que l'éthique est une sorte d'assurance-risque. Donc ma deuxième question est: que ferait-on si une intelligence artificielle venait à déraper d'un point de vue de la survie humaine, ou si elle était infectée par un virus, comme un chien peut avoir la rage par exemple? Est-ce qu'on serait prêt à supprimer quelque chose dont on a la paternité, dans lequel on aura investi autant de matériel et de temporel? Merci. Alors, merci pour ces deux questions. Je commence peut-être par la deuxième. Il y a deux écoles dans les débats sur le risque existentiel. Donc, l'IA qui dérape, l'IA qui... il y a tout un tas de scénarios qui se multiplient ou qui met en péril un être humain ou l'humanité entière, etc. Il y a deux écoles. Il y a une première école qui dit: je n'ai aucun sentiment de honte à débrancher une machine. C'est une machine. Donc, oui, bien sûr, on va juste appuyer sur le bouton rouge et débrancher. Et c'est un argument qui se défend, qui est sérieux. Et les gens qui fabriquent des boutons rouges, justement, essaient d'aller assez loin, de dire: est-ce que l'IA peut comprendre, entre guillemets, que l'être humain va appuyer sur le bouton rouge et donc l'empêcher d'appuyer sur le bouton rouge, donc l'empêcher de débrancher, etc. Est-ce que tout cela fait partie? La réponse est oui.
Donc il y a beaucoup aujourd'hui d'expérimentation, il y a pas mal d'expérimentation chez OpenAI et pas que, mais à l'intérieur des environnements très contrôlés, d'accord, où les systèmes d'IA montrent que oui, ils sont capables de sortir en quelque sorte de leur boîte et d'aller chercher d'autres ressources du système d'opération, enfin, du système d'exploitation par exemple d'un ordinateur, pour empêcher que le modèle soit éteint ou débranché, etc. Donc ce genre de comportement n'est pas inimaginable. Ce qui est assez inimaginable, et c'est pour ça que ça ne m'inquiète pas plus que ça, oui, ces comportements, il faut les étudier, c'est très intéressant, mais l'argument fondamental, c'est que ces modèles ne vivent pas dans notre monde tridimensionnel, ni dans la temporalité qui est la nôtre. Et ça me permettra aussi de faire le lien avec la première question que vous avez posée. Donc oui, dans le monde informatique, un modèle peut déraper, faire quelque chose d'étrange, lancer un processus sur Internet tout seul. Il y a des tests comme ça. Mais ça ne veut pas dire que dans le monde tridimensionnel qui est le nôtre, ce modèle est capable d'exterminer, je sais pas, la planète Terre ou les espèces qui vivent sur Terre. Et les contrôles qu'on construit, qu'on est en train de construire, sont essentiellement des contrôles de type séparation du champ accessible à un agent IA. Vous savez que l'année 25 sera, vous allez l'entendre dans la presse un peu partout, vous l'entendez déjà, je pense, l'année des agents IA. Alors, ce n'est pas la peine de faire des chat GPT capables de parler de tout. Donc maintenant, on va faire des agents qui sont tout simplement un agent. C'est quoi? C'est un agent, par exemple, qui peut aller sur Internet faire des recherches. C'est déjà un agent. Ou un agent qui peut faire une tâche particulière avec un LLM et une fonction d'apprentissage, donc par renforcement. Donc les agents doivent être bien délimités. Et comme avec les robots qui étaient autrefois dans les cages, justement parce que ça pouvait déraper ou faire mal, et ben là il faut les délimiter, peut-être pas seulement dans le monde informationnel, mais aussi dans le monde tridimensionnel. Donc ça, c'est des pistes de recherche en security and safety qui existent chez tous les grands fabricants. Tout le monde travaille sur ça. Alors, pour passer à la première question, donc j'ai déjà parlé des illusions que créent les systèmes d'IA. Un système d'IA peut parfaitement bien créer chez les êtres humains une illusion, j'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit, d'avoir compris, d'avoir telle ou telle émotion, d'être triste, etc. Et on va y croire, bien sûr. Et après, j'ai dit, il y aura quelque chose qui ne va pas coller, enfin, qui sera bizarre. Mais d'où vient cette bizarrerie, si vous continuez? Parce que vous continuez dans le temps d'une vie humaine ou de l'histoire humaine, tandis que la machine ne continue pas du tout elle ne vit pas, elle ne fonctionne pas dans notre temps, elle a une autre temporalité dans le calcul. Et il y a tout un chapitre dans mon livre, dans Parole de machine, il y a un chapitre sur le nom déjà, et il y a un autre chapitre sur le temps, le décalage entre le temps humain et le temps des machines. Et ce décalage, la machine peut imiter la temporalité humaine, mais elle n'y est pas. D'accord ? Elle n'est pas dans le temps de la corruption de nos corps physiologiques, etc. Et ce décollage, il restera fondamentalement là. La machine n'est pas dans le temps humain. Et c'est pour ça que les illusions, même si elles sont très efficaces, il est très difficile, aujourd'hui, il est très difficile de les faire durer. Vous savez que le test de Turing, vous pouvez le passer sans problème avec un chatbot qui parle pendant 5 minutes, mais si vous lui parlez pendant 40 minutes, voire 1 heure, aucun chatbot aujourd'hui ne passe le test de Turing après 1 heure de discussion. Vous allez savoir que c'est une machine. Pareil pour les illusions d'émotion ou les illusions de compréhension de quoi que ce soit. Si vous essayez de vivre dans la durée de la vie humaine, d'une vie humaine avec ces illusions-là, ça va casser quelque part. Ça ne collera pas. Voilà, la grande question, c'est est-ce que les modèles d'ici 2 ans, 3 ans, 5 ans ou 10 ans vont pouvoir imiter la durée
du temps humain tellement bien que ces illusions vont persister dans le temps humain. Et ça, pour l'instant, on ne l'a pas vu. Et en tout cas, en janvier 2025, je n'ai aucune raison de dire que oui. Mais on verra. On verra. Vous savez, il y a 10 ans, je ne pouvais absolument pas imaginer les Transformers et tout ce que les Transformers nous ont fait. Donc, pour l'instant, la durée du temps humain reste très, très, très éloignée et énigmatique pour les LLM. Ils peuvent imiter, mais de manière vraiment pas très fidèle. Mais on verra ce que ça va devenir dans quelques années. Merci beaucoup, Monsieur Greenbaum. Donc, je vais conclure cette conférence par quelques remerciements. Tout d'abord, merci aux 3 associations qui ont participé à l'organisation de cette conférence. Donc, pour une intelligence artificielle fiable, Saclay, les congrès d'Ensta Paris et Data. Et je tiens en particulier à remercier Antonin Perronnet, qui m'a aidé à organiser cette conférence et qui a initié le cycle de conférences Asimov. Et enfin, et bien évidemment, merci à vous, Monsieur Greenbaum, pour cette belle soirée. Et bonne soirée à vous tous.